Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage tactique. Aujourd'hui, match 4 des finales NBA. Et enfin, Dallas qui marque un point, en tout cas qui gagne un match, donc 3-1 dans la série. Et on va décrypter aujourd'hui l'attaque des Mavericks avec justement une attaque qui a de nouveau et enfin très bien fonctionné après 3 matchs un peu catastrophiques. Donc allons-y, essayons de décrypter tout ça. Et vous voyez qu'on commence avec une tentative de on va essayer d'attaquer ce match-up là. Vous savez que Boston joue beaucoup avec les match-up, donc notamment Derek White qu'on met sur Washington. Pourquoi pour le jeu des match-up, du pick and roll, etc. Donc on essaie de l'attaquer, sauf que sur l'écran ça switch et donc on n'a pas tant que ça un match-up au poste bas. Mais au moins on attaque Tatum. Ça va être aussi un thème et ce qu'on fait depuis le début, hein, vous le savez, mais on attaque beaucoup Tatum en isolation par Doncic ou alors au poste bas comme ici pour en fait essayer de jouer non pas que c'est un mauvais défenseur mais pour essayer de jouer sur l'aspect de faute, de fatigue, et en plus sur ce match l'aspect de faute va marcher alors que là on enchaîne avec une très mauvaise possession défensive de la part de Boston, exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc simple pick and roll, pick and roll 1-5, meneur pivot, ok, il n'y a pas de souci, sauf que se passe-t-il? Kyrie, l'écran est posé pour aller vers la droite, il va vers la gauche, mais le problème c'est surtout l'activité off-ball de la défense de Boston qui est censé venir aider. Voilà, clairement là on a Tatum qui est sur Derrick Jones Jr. et Jaylen Brown qui est sur PJ Washington. Pourquoi est-ce qu'aucun des deux ne vient aider? Ça c'est un peu, c'est clairement une erreur de la part de Boston. C'est pas du tout comme ça qu'ils défendent depuis le début de la série. Et là clairement ça laisse beaucoup trop en 2 contre 2, mais aucune aide. Alors que le but d'avoir ces non-shooters pour Boston, c'est de pouvoir aider en les abandonnant. Donc là c'est pas fait, ça donne un drive assez facile pour Irving et pour Dallas. Et de nouveau un drive facile, mais comment est-ce qu'on y arrive à ce drive facile? Déjà on est en transition, donc contre-attaque, on a le match-up, un match-up qu'on veut, pas forcément le match-up idéal côté Boston, mais pour Dallas c'est parfait parce qu'on a Derek White qui est un bon défenseur mais beaucoup plus petit évidemment. Mais surtout regardez comment est-ce qu'on quadrille le terrain et qui est-ce qu'on met à quel endroit. Surtout regardez ce que fait Kyrie Irving qui se met dans le corner côté fort. Et il n'y a que Irving de ce côté-là. Et donc, que fait Doncic? Il attaque de ce côté où il n'y a personne, si ce n'est Irving, dans le corner. Et à la place, on a tous les autres de l'autre côté. Et alors pourquoi? Quel est le but de faire ça? C'est que vous voyez qu'on va jusqu'au panier sur les spots et après c'est fait. Mais alors pourquoi? On attaque du côté où il n'y a personne sur l'aile. On n'attaque pas sur l'aile gauche. Là, on a Washington, donc un défenseur. Donc, si un drive côté gauche, Jaylen Brown pourrait s'interposer sur un stunt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attaque le côté où il n'y a personne sur l'aile. Et puis, de ce côté fort où ça attaque, on met un shooter, le meilleur shooter de Dallas, donc Irving. Comme ça, Holiday ne peut pas venir faire un stunt, ne peut pas venir aider. Sinon, il y a une passe qui est facile. Si là, Holiday vient aider, passe facile à 3 points. Et donc voilà, cette fameuse technique tactique de Irving dans le corner, côté fort, pas sur l'aile mais dans le corner, ça permet de libérer un drive parce qu'il n'y a pas d'aide au début de drive et même en fin de drive. Comme c'est un excellent shooter, ça vient pas aider et ça permet que Doncic aille complètement jusqu'au panier plutôt que d'être freiné bien avant, comme ça a pu être le cas sur le début de la série. Avançons, nouveau pick and roll, vous voyez que ça vient cibler à Horford. On attaque et vous avez vu où est-ce que Doncic a attaqué. Est-ce que vous l'avez remarqué ou pas? On fait venir le pick and roll, super. Voilà, on a le switch. Et une fois qu'on a le switch, qu'est-ce qu'on fait? À une passe près, ici, sur l'aile droite, on met le meilleur shooter, encore une fois, comme ça, si ça vient aider, il y a une passe facile pour un 3 points, ok. Mais surtout, on attaque le côté gauche, le côté où il n'y a personne sur l'aile. Comme ça, vous voyez que là, Holiday est prêt à se décaler ici latéralement pour faire un stun, pour boucher l'espace et pour empêcher le drive de se faire. Donc on attaque du côté où il n'y a personne sur l'aile, comme depuis le début des playoffs. C'est un peu la manière de quadriller le terrain et d'attaquer, côté Dallas, c'est on libère cet espace, comme ça, personne ne peut venir aider sur le mismatch. On va sur le spot à mi-distance, même si le tir est contesté, c'est proche du panier, c'est parfait. Voilà, donc encore une fois, cette tactique et ce côté de attaquer le côté qui est vide. De nouveau, que se passe-t-il ici? Là, c'est Boston qui va jouer au pré-switch, comme on dit. Donc, quel est le but? C'est que Doncic, il veut cibler Al Horford. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le mec de Al Horford. Donc là, on voit que c'est Derrick Jones Jr. qui va venir poser un écran. Il remonte. Sauf que Al Horford, il dit attends, moi j'y vais pas. Toi, Derek White, prends-le. Et comme ça, moi, je suis pas impliqué sur l'action. Voilà. Donc là, on se retrouve avec Derek White. Sauf que Dallas veut pas ça. Donc ils disent attends, maintenant ils ont fait un pré-switch. C'est pas grave, on fait venir l'autre. Comme ça, cette fois, Horford, il est bien obligé de venir. Voilà. Donc, Dallas qui, au bout d'un moment, obtient le bon match-up. Et malheureusement, le pull-up à 3 points est manqué. Mais voilà, ce jeu de pré-switch, c'est ce que fait Boston depuis le début, de ne pas vouloir impliquer sur l'écran, sur le ballon, sur le pick and roll, le défenseur le plus fragile, on va dire. Donc, il y a ce jeu de pré-switch où, on prend quelqu'un, c'est un autre qui prend l'écran, sauf que Dallas dit, non, tout simplement, l'autre sur qui Horford a switché, tu viens, et puis comme ça, on réussit à l'impliquer. Voilà, si on fait pause, regardez qu'est-ce qu'on fait. Ça attaque côté droit, où il n'y a personne sur l'aile, et qu'est-ce qu'on a aussi? On a, encore une fois, le meilleur shooter,
de Dallas qui est dans le corner. Voilà, c'est pas du tout dû au hasard, hein. Tout ça, vous voyez que c'est méthodique et c'est à chaque fois la même chose, c'est pour une raison. Bon, là, le problème, c'est que ça se contente de prendre le pull-up plutôt que de driver. Peut-être un contre-move, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis pas fan du tout de ces pull-up à 3 points, moi, personnellement. Alors que là, hop, transition, c'est vrai que c'est une partie importante de ce match-là. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup manqué, hein, sur les 3 premiers matchs, cet aspect d'accélérer le jeu et d'avoir des paniers faciles en transition. Et là, vous voyez que quand on attaque en transition, alors j'ai coupé peut-être un peu tard, désolé, mais vous voyez que transition, la défense n'est pas du tout en place, et donc que se passe-t-il concrètement? Ben, on est en vrai 1 contre 1. Personne vient aider de facto, personne vient s'interposer, la défense n'a pas le temps de quadriller le terrain et de faire comme d'habitude, hop, de venir gêner, de boucher l'espace, etc., etc. Donc il peut aller directement sur son spot en 1 contre 1 et panier. C'est le secret avec Luka Doncic, c'est qu'il est tellement gros, tellement imposant que en 1 contre 1, même face à Jrue Holiday ou Tatum, qui sont costauds, il peut tout de même aller jusqu'au panier. Alors que là, hop, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne avec un post-up. C'est aussi une manière d'attaquer assez intéressante, sauf que là, le ballon est capté sur l'aile, hein, plutôt que en post-up, donc c'est un peu dommage. Et surtout, encore une fois, plutôt mauvais choix, moi, de mon point de vue, pardon. Cet aspect de prendre le pull-up à 3 points et de pas aller chercher, de pas aller titiller jusqu'au panier, de pas aller forcer l'aide pour une extra passe ou alors aller chercher le lay-up. Là, c'est vrai que ce pull-up à 3 points contesté, je suis moins fan côté Dallas et côté Doncic, mais bon, il les prend souvent aussi, c'est un peu son jeu. Enchaînons, et cette fois, hop, isolation pour Irving, pick and roll, empty side, pick and roll, on attaque, et voici. Mais alors que se passe-t-il sur l'action? Doncic n'est pas impliqué, Washington, hop, tu restes ici, ça va être un jeu à 3, donc une zoom action, un écran plus un dribble end-off pour quelqu'un qui remonte, voilà, zoom action, le voici. On enchaîne ensuite avec un empty side pick and roll. Alors empty, pourquoi? Parce que littéralement le corner est vide, donc on a tout ce quart de terrain qui est libéré. Et ça va être aussi une énorme partie de l'attaque de Dallas sur ce match-là, alors que d'habitude c'est pas tant que ça leur jeu d'enchaîner des pick and roll sur tout un quart de terrain qui est libéré, tout dans ces actions un peu empty pick and roll vers le milieu, ou alors side pick and roll qui part vers le côté mais toujours avec personne dans le corner. C'est pas trop leur jeu, mais sauf que là ils ont insisté, vous allez voir pourquoi. Là déjà sur ce jeu à 2, on obtient le switch, c'est parfait, et puis ensuite on va au panier. Et là encore, je pense que là clairement on est sur le switch, ça c'est normal, hein, c'est automatique, switch all, pas de décalage conseillé sur l'écran, ok. Par contre, ce qui est un peu regrettable, c'est l'attitude des défenseurs de Boston. Les vis sont pas assez resserrés là. Clairement les vis sont pas resserrés. Côté fort, Holiday peut totalement venir aider et abandonner Derrick Jones Jr. Il le fait pas. Jalen Brown continue de respecter beaucoup trop le catch and shoot de Doncic, alors que pour le coup, il y aurait moyen de dézonner complètement, de venir faire un stunt et de s'interposer, parce que on craint pas tant que ça le catch and shoot de Doncic, mais pourtant là oui. Et donc ce qui fait que, vous voyez qu'on a un Irving qui part de là, il part des 3 points, personne vient le freiner, personne vient le stopper sur le drive, et donc layup au panier, contesté, mais ça c'est le shot making aussi de Irving, et faut le dire aussi, le shot making était de retour, hein, sur ce match-là, côté star notamment, pas au niveau du supporting cast, parce que je crois que Dallas a shooté à peine 32% à 3 points sur ce match, donc c'est pas une surchauffe de supporting cast, mais les stars ont mis leur tir, donc ça c'était parfait. Alors que là, vous voyez, que se passe-t-il? Badaboum, le 3 points de Lively, mais maintenant que vous avez vu ce début de décortiquage de match, vous avez compris qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On met dans le corner un seul joueur. Voilà. Sauf que d'habitude, on met le meilleur shooter, on met Irving, parce que ça empêche l'aide depuis le corner de venir aider. Sauf que, non, là on met Lively. Mais alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un système qui est appelé, et c'est fait pour surprendre, parce qu'on pense pas que Lively a le 3 points, et donc quand Tatum se dit, je peux l'abandonner, je peux venir aider sur le drive, hein. Vous voyez que, hop, je l'abandonne, je dézone pour venir 2 contre 1 sur le drive, kick out facile, Boston s'y attend pas, il prend le tir, et il le met. Et ça c'est vrai que, pour ceux qui connaissent pas Lively, avant la NBA, c'est quelqu'un qui apparemment en high school avait déjà un petit jump shot, notamment. Donc c'est pas totalement surprenant, ça sort pas de nulle part, hein. C'est pas le genre Tyson Chandler qui se met d'un coup à prendre un 3 points, apparemment il a quand même, vous voyez qu'en plus la mécanique est pas mal, donc il a quand même un certain historique de shooter. Donc voilà, ça c'est l'excellentissime play call de Jason Kidd, hein, qui joue un peu sur cet aspect surprise de, tiens, pour une fois on met pas le meilleur shooter, on met Lively, et sauf qu'en fait lui il sait qu'il va devoir shooter, on appelle ce jeu exprès pour lui, en sachant que Boston va aider et va l'abandonner pour aider, c'est fait exprès, et Boston va pas du tout s'attendre à ça. Et sauf que lui il est prêt, le système est appelé pour lui, ça dégaine et c'est parfait. Voilà, tout ça est scripté, et puis j'ai même pas parlé de évidemment le reste de l'action. Qu'est-ce que c'est? On implique dans l'action Tillman parce que on va avoir le switch, c'est fait, le switch est un mismatch, on peut l'attaquer. Là encore, qu'est-ce qu'on fait au niveau de, j'ai parlé de ça, le quadrillage du terrain, mais vous voyez aussi que Irving est sur l'autre aile
parce que le meilleur shooter a une passe près sur l'aile au cas où il y a un stunt de la part de Derrick White ici, là, qui vient dézonner. Ça fait une passe facile pour un 3 points et un excellent shooter à 3 points. Et surtout, on attaque, on a le switch et on vient l'attaquer de ce côté-là où il n'y a personne sur l'aile. Comme ça, quand ça commence à faire un drive, personne ne peut venir s'interposer, personne ne peut le freiner. Ça ne peut le freiner qu'en fin de drive, mais comme dit, c'est fait exprès. On a mis Lively là, on lui a appelé un 3 points, c'est parfait. Avançons, et là, simplement, on est sur la transition, et ça vient aussi illustrer ce qu'on dit, hein, le fait que, enfin, on a eu un Dallas qui a poussé le rythme un peu en transition, je sais pas si ça se dit en français, pardon, qui a accéléré le rythme en transition, plutôt, c'est mieux, et donc qui a réussi à obtenir beaucoup de ces opportunités un peu plus faciles, qui a largement boosté l'offensive rating sur ce match-là. C'est pour ça que Dallas a été fantastique en attaque, c'est qu'il y a beaucoup eu de rebonds offensifs et de points faciles en transition. Donc ça aide évidemment, alors que là vous voyez que encore une fois, dès que Tillman est sur le terrain, on va le cibler bien sûr, c'est le défenseur le plus fragile, donc le mec qui est défendu par Tillman vient poser un écran, voilà, on arrive à obtenir le switch. Regardez encore une fois le positionnement free safety hein, de Jrue Holiday qui est censé, entre guillemets, qui est censé être sur Josh Green, sauf qu'il abandonne totalement. Voilà, Derrick White va s'en charger, il fait un 1 contre 2 là, Derrick White, mais le free safety Jrue Holiday qui est là juste pour gêner, qui défend personne si ce n'est le ballon en 2 contre 1. Voilà, sauf que Doncic arrive à passer par-dessous sur son mismatch, sur l'aide, et puis il va dans la raquette. Et là voilà, là c'est le shot making aussi, hein. Il va sur son spot à mi-distance, il le met. Tir compliqué, mais il le met. Donc on arrive encore une fois, on a retrouvé le shot making qui aide à punir ces switches évidemment, donc ça fait du bien. Et puis de nouveau, le jeu des pré-switch et des switch, hop, est-ce que vous l'avez vu ou pas? On finit avec Tillman sur l'action, mais regardez, si on regarde, on remonte au début, rebond offensif, voilà. De suite, Josh Green qui va se placer dans le corner, le voici. Et donc, nous avons Doncic qui appelle Tillman, donc Josh Green va l'amener, sauf que pareil, pré-switch, White il dit attends, reste là, moi je le prends, reste en bas, toi et moi je viens sur l'action. Sauf que là, bah, ça correspond pas, on veut pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir le deuxième poseur d'écran, comme ça permet enfin d'impliquer Tillman. C'est parti, on a le switch, c'est parfait. Et on obtient la faute sur le 3 points. Avec, vous avez vu que cette fois en plus, cette fois nous avons Derrick White, hop, qui switch, ok, mais après il blitz. Il vient blitzer, il vient faire une prise à 2 agressive. Parce qu'on a bien vu que le mismatch peut se faire attaquer beaucoup trop facilement à 1 contre 1. Donc il n'hésite pas à abandonner Josh Green, ici même. On fait un blitz, une prise à 2. Sauf que Doncic s'en sort avec la faute. On ne débattra pas d'arbitrage ici sur cette faute en particulier. On enchaîne avec, qu'est-ce qui se passe ici? De nouveau, toujours Tillman qu'on vient cibler. Et Irving, cette fois, va le punir. Donc très simple, très simple. Irving, on fait venir Tillman sur l'écran, on a le switch automatique de la part de Boston. Pourquoi est-ce qu'on a le switch aussi? Parce que si on fait pas un switch, ça veut dire qu'on reste à peu près à 2 sur le ballon. Si imaginez que Tillman reste sur Irving et Brown revienne aussi sur Irving, ça donne un rôle possiblement dans le dos de la défense pour Josh Green. Donc ça switch pour ne pas concéder de décalage. J'ai même pas expliqué le plus basique. Switch automatique plus aide, vous voyez que ça switch, et là Jrue Holiday dit attends, Sam Hauser tu te mets là, tu viens aider. Voilà, on va s'organiser pour aider sur le 1 contre 1, sauf que ça n'aide pas assez correctement, enfin ça n'aide pas correctement, pardon, pas assez ou pas correctement, parlons français. Et là notamment, encore une fois, je comprends pas pourquoi est-ce que le stunt à partir de Doncic n'est pas plus agressif. Là encore, là je pense qu'il y a moyen de l'abandonner beaucoup plus, on craint pas forcément le catch and shoot de Doncic, donc je pense que le stunt aurait pu être beaucoup plus agressif pour freiner le drive ici même, au tout début, sauf que c'est pas le cas, donc Irving sur son spot, magnifique, et puis hop, petit système en sortie de remise en jeu ligne de fond, et qu'est-ce qu'on fait? Je fais pause, regardez, c'est une isolation, mais non pas en tête de raquette, ici plein centre du terrain, isolation sur le côté, side isolation si vous voulez, je crois que le terme n'existe pas, mais c'est un peu l'idée, on fait une isolation mais sur le côté du terrain, comme ça, pourquoi? Parce que sur ce côté-là, totalement isolé sur un quart de terrain libéré pour lui, il n'y a pas d'aides qui peuvent venir directement en début de drive, c'est un peu toute l'idée. Il y a des aides qui peuvent venir à la fin du drive pour contester le layup, et c'est ce qui se passe, ok, et encore quoique pas tant que ça. Mais voilà, ça aussi c'est un point qui a été beaucoup utilisé, le fait de faire de l'isolation, non pas plein centre, non pas face au jeu où la défense peut s'organiser derrière, mais plutôt sur le côté. Hop, isolé sur le côté, comme ça peut permettre de progresser et d'aller jusqu'au panier. Même si là, en l'occurrence, le layup est loupé, mais le tir est de très très bonne qualité. On avance, et là vous voyez que on est sur de nouveau un drop, mais en fait c'est un late switch. Alors qu'est-ce qui se passe? On pose l'écran, ok, on implique Al Horford, il est plutôt en position de drop, pour le coup il n'est pas au niveau de l'écran à réceptionner, à faire un switch à réceptionner au niveau de l'écran, donc ça laisse venir, on croit que c'est un drop, et en fait non, vous voyez Al Horford qui annonce hop, late switch, donc c'est à dire que pour éviter le pick and pop, au bout d'un moment, on commence en drop, et en fait hop, Jaylen Brown revient sur Maxi Kleber comme si c'était un switch, sauf que non en fait, c'est pour ça que le drop, hop, je suis perdu.
C'est pour ça que le drop contre Minnesota aussi a très peu marché. C'est pourquoi? Parce que quand tu es comme ça et que tu réceptionnes très très bas et que tu laisses cet espace, quand tu ne viens pas réceptionner au niveau de l'écran mais plus bas, bah, ça donne tout cet espace à Doncic pour progresser et aller sur son spot. Et donc là, c'est ce qui se passe. Il est sur son spot, à mi-distance, il prend la faute. Donc voilà aussi, pourquoi est-ce que ça fait pas de drop, même un drop qui devient un switch à la fin. Mais le truc, c'est que non, tu peux pas rester aussi bas et laisser tout cet espace qui permet à Doncic de progresser. En plus, vous avez vu, vous avez vu que le pick and roll, on l'attaque d'un côté où il n'y a personne sur l'aile. Là, Lively s'en va, donc il n'y a personne qui vient faire un stunt pour protéger le drop. Donc, on va sur le spot, petite feinte et lancer franc. Et puis on avance, hop. Voilà, encore un exemple de ce côté, on accélère le rythme en transition, un tir à 3 points et surtout, pourquoi est-ce que les rebonds offensifs ont aussi bien marché? C'est parce que premièrement, il y a beaucoup de switch dans la défense de Boston, donc on n'a pas forcément les bons match-up aux bons endroits, donc ça permet aussi aux rebonds offensifs, si on est agressif, on peut affronter un match-up qui est pas top, donc prendre le dessus. Et puis là, c'est en transition, donc en plus, personne pour faire un box-out sur Josh Green qui attaque le rebond, c'est parfait, on va chercher des points, là c'est illustration... sur les deux à la fois, sur et la transition et le rebond offensif, là c'est les deux en même temps, et puis on enchaîne, vous voyez que hop, on est sur cette attaque une empty action, donc personne dans le corner, tout un quart de terrain qui est libéré, et puis ça dégaine, le pull-up à 3 points, alors qu'est-ce qui se passe exactement? Donc ce jeu à 2 dans tout un quart de terrain qui est libéré, c'est parfait, on essaye de faire venir en tout cas, on essaie d'impliquer Sam Hauser. Vous voyez que Josh Green dit tiens va-t'en, toi t'as Jrue Holiday, donc va-t'en, on veut pas que ce soit Jrue Holiday qui switch, sauf que Boston dit non bah attends, toi c'est Sam Hauser, toi tu t'en vas et moi Jrue Holiday je suis dans l'action. Donc là on a deux excellents défenseurs, on n'a pas réussi à impliquer Sam Hauser, sauf que quel est le contre-move contre le switch? C'est il y a toujours sur le switch, quand on change d'écran, il y a un moment de latence, on l'a déjà expliqué, un moment de latence entre quand l'un passe la responsabilité à l'autre. Il y a toujours ce moment de flou, de timing pas top, ou de... Voilà, c'est pas clair. Il y a un très léger moment où il n'y a personne qui est sur Irving. Voilà. Entre le moment où l'un passe la responsabilité à l'autre, et donc c'est toujours le pull-up à 3 points, pile à ce moment-là, et toujours un antidote anti-switch. Vous voyez que hop, il peut dégainer tranquillement, parce qu'il y a ce moment de flottement dans le switch, pile au bon moment, pendant un dixième de seconde où en fait, il est défendu par personne. Il est en train d'être défendu par lui, puis par lui. Et donc, ça dégaine le pull-up à 3 points comme antidote anti-switch. C'est parfait, pile au moment, au milieu du switch, si on peut dire. Alors que là, on attaque le deuxième quart-temps côté Dallas avec un petit système. Qu'est-ce que c'est? Un système à option, comme on dit. Donc, Doncic qui est ici, il a une option pour prendre l'écran en ligne de fond et venir de ce côté-là. Ou alors un écran de Washington pour remonter. Voilà, c'est un peu vous voyez qu'on ne sait pas de quel côté il va partir, c'est un peu tout le but du système. Donc au final, il prend l'écran en haut, mais il revient quand même au post-up. Et donc on va essayer d'insister sur ce post-up. Isolation, mais vous voyez que c'est une isolation mais qui est plus proche du panier déjà en post-up. Donc ça permet un peu de dissuader les systèmes d'aide. C'est pas pareil, on attaque déjà de plus près, donc c'est pas pareil où Boston ne peut pas quadriller le terrain de la même manière. Bon, malheureusement, c'est loupé. Mais voilà, c'est aussi un bon système, un bon moyen d'attaquer différemment. C'est un post-up, surtout que Doncic est quand même gros et imposant. Donc ça peut totalement marcher. De nouveau, on obtient Tillman sur le switch, driving kick, 3 points, malheureusement manqué, mais il y aura le rebond offensif. Mais surtout, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi un truc que je veux mettre en lumière, c'est que Jason Kidd a beaucoup organisé son attaque de manière à avoir un truc assez plat ici, comme on dit. Vous savez qu'il y a le système parfois, le système 1-4 flat qui existe, donc c'est isolation, ici on le verra plus tard, isolation plus 4 à plat, ligne de fond, ça permet de libérer tout cet espace ici. On a eu beaucoup de manière de structurer l'attaque un peu plate comme ça on met tous les défenseurs en bas, en tout cas le plus possible, ça permet de faire une isolation, et donc qu'est-ce que ça permet aussi? Ben voilà, on attaque d'un côté où il n'y a personne sur l'aile, puisque tout le monde est à peu près en bas, donc pick and roll, on a le switch, c'est parfait, le switch il s'en va, et qu'est-ce qu'on fait? De quel côté est-ce qu'on attaque? Regardez, c'est pas un hasard du tout, Doncic, il a son mismatch, il attaque non pas du côté où il y a l'aide dans le gap ici en tête de raquette qui peut venir aider, non, on attaque de ce côté-là où il n'y a personne sur l'aile, et donc ça permet quoi? Personne vient le stopper en début de drive, et donc il va sur son spot dans la raquette, les aides arrivent enfin, mais bon, le décalage est créé, kick out, à cause de l'aide, 3 points ouverts. Voilà, tout ça, ne pensez pas que c'est du hasard, c'est Jason Kidd, Jason Kidd qui fait très bien son boulot. On obtient le switch, on structure le terrain parfaitement, c'est organisé, et on dit à Doncic d'attaquer de ce côté-là, l'exécution aussi est parfaite de la part de Doncic, et puis quand l'aide vient, ça kick out, 3 points ouverts, c'est parfait. Le tir est manqué, mais notamment, regardez, quelle est aussi l'autre conséquence de ce switch, c'est que on a un mismatch. Non seulement on a un mismatch sur le ballon, mais aussi au niveau du rebond. Et oui,
Lively est défendu par Derrick White, et donc forcément tir généré en catch and shoot, super, mais aussi mismatch au rebond. Lively est beaucoup plus gros par rapport à Derrick White, et donc on a aussi cette opportunité qui vient du fait que ça switch très facilement côté Boston, switch all, donc qui dit switch all dit mismatch au rebond offensif, et puis là aussi on voit la différence entre quelqu'un qui est un simple défenseur et qui l'a toujours été, et quelqu'un qui s'est réinventé, qui est devenu un défenseur, comment dire, un role player défensif en NBA, mais qui en fait a un bagage d'élite. Voilà. Ça, clairement, on reconnaît que Exum, c'est pas juste un mec, un défenseur qui est passé par la D-League, etc. Non, non, c'est un ancien très haut choix de draft, et donc, de temps en temps, le petit flash de création personnelle, hop, super, magnifique, ça vient sauver la possession. Le fait que Exum ait cette capacité-là, mine de rien. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne avec une magnifique action qui aura été effacée ensuite à cause d'un pied mis en touche, soi-disant. Mais qu'est-ce que c'est? On vient insister avec le pick and roll 1-5. Même si ça switch, on insiste. On a le switch ici de Tillman qui va sur Doncic, mais surtout, vous voyez que Lively plonge au panier de manière assez forte. Hop, après l'écran, après le switch, il prend la position intérieure et il va rouler au panier comme si c'était un pick and roll normal en fait. Le switch est censé ne pas donner un décalage, et c'est un peu le cas. Hein. On n'est pas censé. Le switch permet de n'offrir aucun décalage à l'adversaire, mais là, Lively traite ça comme si c'était un pick and roll normal. Jaylen Brown est en retard, il est derrière le roll, donc bah, ça fait un roll normal. Hein. Donc magnifique, la passe à l'intérieur, l'aide vient donc ça kick out, 3 points pour Dante Exum. Magnifique, voilà. Donc c'est aussi, c'est un peu mon regret, c'est qu'on n'ait pas tenté plus de ce genre de pick and roll 1-5 malgré le switch, parce qu'il y a quand même moyen certaines fois que de facto ça devienne un peu un pick and roll classique, quoi. Qu'on puisse débloquer le roll parce qu'il y a une petite erreur sur le switch, par exemple, il passe pas complètement devant, donc on a ce décalage mine de rien. Voilà, je pense qu'il y a aussi un petit filon à creuser ici. Et puis, possession d'après, vous allez voir que c'est aussi pour ça qu'on est en finale NBA et qu'il y a un niveau d'élite d'un point de vue défensif au niveau des équipes et des joueurs. Que se passe-t-il? Bah, même action, on essaie de faire la même chose, c'est-à-dire hop, pick and roll 1-5 malgré le switch avec un écran glissé. Hein, vous voyez que Lively, il pose pas l'écran, il va vite plonger au panier, sauf que, ajustement, que fait Tatum cette fois-ci comparé à Brown? Bah, Tatum il se fait pas avoir, il sait que ça va venir, il se souvient de la position d'avant, donc il fait l'effort de rester accroché non seulement, mais aussi de repasser devant Lively. Donc il passe devant et donc interception. Voilà, l'action d'avant, Jaylen Brown est resté un peu accroché derrière, donc il n'est pas entre le panier et Lively, donc le roll est possible, voilà. Alors que l'action d'après, Tatum qui a vu ça, il se dit non, moi je vais pas me faire avoir, je reste accroché et surtout je repasse devant. Interception, pas de roll cette fois-ci, roll R-O-L-L, hein, comme le roulage du pick and roll si vous voulez. De nouveau, qu'est-ce qui se passe? Doncic, on va cibler Xavier Tillman, c'est parfait, on l'obtient, le switch, voilà, et vous avez vu que fait Doncic? Il attaque du côté où il n'y a personne sur l'aile. Donc hop, regardez, si je remonte exprès on le voit, hein, il commence un peu à attaquer, voilà, on obtient le switch, il va pour attaquer vers la droite, mais il y a Exum, mais surtout, donc s'il y a Exum, il y a aussi son défenseur, il y a Brown, donc hop, j'attaque à droite, et en fait non, je reviens à gauche, de ce côté où il n'y a personne sur l'aile qui va faire un stunt, alors que là, on aurait eu Jaylen Brown qui bouchait l'espace. Ici, personne sur l'aile, on attaque à gauche et avec, toujours pareil, dans le corner, personne sur l'aile et Irving, le meilleur shooter dans le corner. Comme ça, pas d'aide non plus en fin de drive, donc pas d'aide au début, pas d'aide à la fin. On va sur le spot et quand ça dézone ici de la part de Jaylen Brown, ça vient aider à la fin. Kick out, facile et 3 points. Voilà, encore une fois, comment est-ce que Dallas organise son attaque pour permettre ces drives faciles? C'est pas du hasard, c'est très très méthodique. Là encore, vous voyez, c'est pareil. Alors qu'on a une bonne défense de Tillman cette fois-ci, mais dans l'esprit, regardez, on obtient le switch, ok, et qu'est-ce qu'on fait? Un seul homme dans le corner et on attaque du côté où il n'y a personne sur l'aile. Alors cette fois c'est Exum, hein, c'est pas Irving, mais en tout cas on attaque du côté où il n'y a personne sur l'aile, comme ça personne peut venir le stopper, il va sur son spot. Malheureusement un peu trop d'hésitation, mais voilà, c'est toujours pareil, on attaque du côté où personne n'est sur l'aile pour faire un stunt, pour gêner, pour boucher l'espace. Et puis on enchaîne avec une remise en jeu, Dante Exum, hop, il n'y a pas de décalage, hop, zoom action, un écran plus un dribble hand-off. Pour Irving, ça switch partout côté Boston, switch all, donc pas de décalage, c'est parfait. On enchaîne, on improvise, et que se passe-t-il? Dante Exum, isolation, Dante Exum qui pénètre, qui ressort, Irving, le pull-up, compliqué, mais le rebond offensif, et pourquoi ce rebond offensif? Bien parce qu'on a switché. On n'a pas du tout les bons match-up aux bons endroits, donc on a le petit Pritchard qui défend Gafford, et donc voilà, c'est beaucoup trop facile, rebond offensif et lancer franc. Voilà, ça fait aussi partie du jeu. Vous voyez que Gafford, il est ici, et donc sur la zoom action, on a un switch, hein. À la base il est défendu par Holiday, mais ensuite c'est Pritchard qui s'en occupe, donc forcément ça crée ce mismatch au niveau du rebond,
Et donc c'est ce qui a permis à Dallas de prendre quasiment 40% de pourcentage de rebonds offensifs, ce qui est assez énorme, hein. 40% de leur opportunité de rebond offensif, de leur tir manqué. Voilà, là c'est aussi le rebond offensif qui vient punir le switch all. Donc c'est parfait. De l'autre côté on enchaîne, pick and roll toujours Doncic qui va attaquer Horford, et de nouveau le mauvais choix pour moi de ne pas insister, de se contenter de prendre le pull-up à 3 points alors que c'est exactement ce que veut Boston. Voilà, alors Horford et Boston, ça presse très très haut au niveau de l'isolation, parce qu'on sait que le but c'est que lui il presse haut et qu'on ait des aides derrière, sauf que du coup quand le pull-up est pris, alors Horford il est en position, pull-up contesté, c'est manqué. Voilà, je sais que Doncic il a toujours ce truc de vouloir insister avec le pull-up à 3 points parfois, même quand ça rentre pas, il n'a pas non plus des pourcentages incroyables à la Stephen Curry sur pull-up à 3 points, mais il aime bien, peut-être même un peu trop. Alors que là, hop, semi-transition, c'est pas de la transition complètement, mais vous voyez à quel point l'écran il est posé haut, littéralement au niveau de la ligne de lancer franc de Dallas, et donc ça permet d'arriver un peu lancé. On a un switch de facto avec non pas ici, mais ici, Sam Hauser qui le réceptionne, donc switch, ok, ça permet d'attaquer, la défense n'est pas totalement en place, donc vous voyez que personne ne peut faire un stunt, personne ne peut venir gêner, donc il va jusque dans la raquette, il perd la balle, mais un peu de chance, un peu de réussite, et on a un panier. Voilà, donc évidemment une énorme part de réussite, mais tout ça est forcé aussi par un écran posé extrêmement haut, et évidemment à ce niveau-là, voilà, le défenseur de Exum il va pas monter ici, switcher et récupérer la responsabilité ici. Non, on attend un peu plus bas forcément, c'est tout l'avantage de ces écrans posés très haut, et donc ça permet lancer dans l'espace, Doncic d'aller dans la raquette, et puis après un peu de réussite, donc ça fait du bien. Panier avec la faute en plus, et puis de l'autre côté, le pick and roll Exum Doncic en poseur d'écran, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'obtenir le switch et de s'installer ici en tête de raquette. Et vous allez voir le 1-4 flat, le voici, 1 et 4 ici, 4 le long de la ligne de la ligne de fond, pardon. Donc 4 à plat, ça permet quoi? Ça permet qu'on ait cette isolation totalement isolée côté Doncic en tête de raquette. Alors évidemment, le problème du 1-4 flat, c'est qu'on va avoir une raquette qui est bouchée, hein. Ici, vous voyez que l'accès au panier est totalement bouché, mais ça permet, c'est un système qui était beaucoup utilisé dans les années 2000, hein, ça permet de libérer le pull-up à mi-distance. On sait qu'on ne pourra pas forcément aller au panier, mais au moins, on sait qu'on va être en vrai 1 contre 1 pour un pull-up en tête de raquette, donc c'est parfait. Et donc voilà, c'est aussi ça que permet le fait d'avoir Exum en porteur de balle, c'est qu'on a Doncic en poseur d'écran, c'est parfait, on a le switch, on vient s'installer après le switch directement sans ballon, on s'installe en tête de raquette, puis on obtient le ballon, et puis 1-4 flat. On sait qu'on n'aura pas d'aide qui va venir sur l'isolation, donc on peut pull-up tranquillement. Et voilà. Encore un très bon play call de la part de Jason Kidd, alors que là, vous voyez que, en plus, Exum on en a parlé après match, il a décrit cette action. Doncic qui remet en jeu et veut la balle, et Exum lui dit non, va-t'en, c'est bon, moi je suis meneur, t'inquiète pas. J'ai été drafté top 5 en 2014, alors c'est bon, poète camembert, hein, je crois qu'il a dit ça littéralement. Bref, ça permet d'avoir Doncic sans ballon, voilà. On a le switch avec Sam Hauser. Et donc on peut attaquer, et là encore vous voyez que on a déjà parlé, mais qu'est-ce qu'on a? On a une side isolation, en tout cas une isolation non pas plein centre mais sur le côté, donc Irving s'en va, voilà, c'est parfait, et donc on libère tout un quart de terrain pour le 1 contre 1 de Doncic ici même. Voilà, et donc ce qui fait que là s'il attaque côté gauche, il y a un stunt de jour l'idée, ok, mais s'il attaque côté droit, personne ne peut venir aider côté droit, et donc c'est ce qu'il fait. Il n'y a personne dans le corner qui vient aider et boucher l'espace en début de drive, donc il peut progresser, il progresse, il va au panier, et puis après c'est fait quoi. C'est tout l'avantage de ces side pick and roll qui partent sur le côté, des pick and roll qui partent sur le côté, ou alors comme ici des side isolation sur le côté, c'est que on part d'un côté où il n'y a personne, donc il n'y a pas d'aide, donc on peut progresser, et une fois qu'on est au panier, c'est gagné quoi. C'est toute la force de Luka Doncic évidemment, alors que là ça accélère en transition, Dante Exum encore une fois, il n'y a pas d'opportunité, donc on ressort. Voilà, le mismatch avec Sam Hauser qui est largement attaquable par Luka Doncic. Qu'est-ce qu'on fait? Devinez d'où on attaque? Non. Mais Irving, hop, la ligne de drive parfaite. Et là encore une fois, hop, si on avance, regardez à l'organisation du terrain. On n'est pas en 1-4 flat parce que Irving est sur l'aile, mais on est le plus possible à plat ici. Sur les 3 autres défenseurs, on est 1-3 flat, hein, si vous voulez. Et donc on a isolation. Le meilleur shooter a une passe près au cas où il y ait exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est bloquée ou une aide, on ressort. Et les 3 à plat, ça fait quoi? Ça fait que on a personne qui peut aider sur les ailes en début de drive. Donc voilà, quand ça renverse de l'autre côté pour Irving, c'est parfait parce que 3 à plat, personne qui peut gêner au début de drive, et donc je peux aller sur mon spot et puis marquer. Donc voilà, c'est parfait et c'est pas dû au hasard évidemment. On enchaîne avec Exum qui a obtenu le switch ici sur Al Horford une première fois. Voilà.
Ensuite, on va impliquer Luka Doncic, ici même. Balle plein centre, pick and roll. De nouveau, le mismatch avec Sam Hauser. Et puis on attaque, et panier. Et là, est-ce que vous l'avez vu encore? On n'est pas totalement sur un 1-4 flat, mais on n'est pas loin, c'est-à-dire le plus possible, tout le monde à plat ici, tout le monde le plus proche de la ligne de fond, donc 2 dans les corners, un ici sous le panier et un qui se rapproche du panier. Et qu'est-ce que ça fait? Bon, forcément, l'accès au panier est bouché, mais comme Sam Hauser est plus petit, ça dérange pas parce que le but c'est qu'on ait une isolation ici avec personne qui peut aider d'un côté ou de l'autre avec les ailes ici, donc il peut progresser, aller loin, et puis shooter par-dessus. Voilà, c'est tout le but de cette action, c'est exactement ça. On met un maximum de joueurs à plat en bas, comme ça le haut du terrain est libéré. Vous voyez que là, regardez tout l'espace qu'a Luka Doncic. Comparez ça au match 1, 2 et 3 où Boston arrivait à quadriller le terrain, arrivait à venir aider très tôt dans la possession. Là non, on met tout le monde en bas, on laisse tout cet espace, et puis on sait que il pourra pas aller au panier, mais au moins il peut dégainer le pull-up par-dessus sur son spot ici à mi-distance, c'est parfait. Donc encore un excellent coaching pour organiser le terrain de la bonne manière. Et de nouveau, vous voyez que, hop, qu'est-ce qui se passe? Écran posé extrêmement haut, mais pas de switch. On reste sur un 2 contre 1 sur le ballon cette fois-ci, c'est assez rare, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que Horford a été placé sur Derrick Jones Jr. Et donc, quand il y a un pick and roll qui va cibler Horford, c'est Derrick Jones Jr. le partenaire. Sauf que Jones, il n'a pas forcément le pick and pop automatique sur cette série. Il n'est pas trop en confiance, donc on peut se permettre de rester à 2 sur le ballon ici. La bonne action, c'est de kick out sur le pick and pop, sauf que personne ne va faire la rotation. Derrick White ne fait pas la rotation, il reste sur Josh Green. Voilà. Horford a le temps de revenir parce qu'on craint pas trop le pick and pop. Il fait un close out, un soft close out. Il se jette pas, hop, je reste en contrôle. Je me jette pas forcément parce qu'il n'y a pas la menace, donc j'ai pas besoin de me jeter très fort. Non, je reste en contrôle et perte de balle. Voilà, donc c'est aussi ce que permet aussi ce jeu de match-up, on l'a déjà détaillé en début de série, mais le fait d'avoir Horford sur Derrick Jones Jr. permet de faire ses prises à 2 sans craindre le pick and pop. Donc on peut mettre de la pression ici, parce qu'on a cette valve de décompression de l'autre côté. On n'a pas besoin de revenir à temps, donc ça a permis de mettre un peu plus de pression sur Doncic, sans craindre la libération facile du 2 contre 1. Et puis de nouveau, qu'est-ce qui se passe? 3 points, la faute pour Dallas, avec d'ailleurs... Bref, on en reviendra plus tard, mais qu'est-ce qui se passe? Donc pick and roll, et de nouveau ça ne switche pas forcément. Donc cette fois Horford est sur Lively, ça ne switche pas, ça reste en drop. Sans doute aussi parce qu'on n'a pas le bon match-up, donc on reste en drop peut-être pour empêcher le roll, pour empêcher que le alley-oop dans le dos, donc ça reste en drop. Drop c'est bas par rapport au niveau de l'écran, mais comme dit aussi, et comme on l'a déjà vu contre les Wolves, le drop ça laisse tout cet espace en sortie de l'écran pour Doncic pour progresser, et donc il peut avancer, il a l'espace, il va sur son spot, et c'est fini. Et là en plus on a donc Jaylen Brown qui tombe, qui est le manque d'attention en tout cas, dirons-nous. Kick out, il est en retard sur le close out, la faute, et voilà. Donc c'est un peu tout le truc. C'est pour ça que vous voyez, Boston aime bien jouer avec les match-ups parce que quand on a Horford sur Lively, ça marche pas. On est obligé de rester en drop pour protéger et contrer le fait qu'il y a un roll dans le dos. Donc voilà, il est obligé de reculer. Vous voyez, alors Horford il recule parce que sinon il y a le alley-oop qui est facile, 2 points faciles. Mais sauf que faire en drop, ça donne tout cet espace. Et donc s'il y a de l'espace, Doncic peut progresser, et puis la passe qui sort de nulle part, un peu surprise, 3 points, catch and shoot, la faute, c'est parfait. Puis, remise en jeu. La voici, la balle à Irving, et qu'est-ce qu'on fait? On libère tout, on libère cet espace, et regardez, le quart de terrain totalement libéré pour l'isolation de Irving, comme on a déjà parlé, donc le fait qu'on attaque en 1 contre 1, mais sur tout un quart de terrain qui est libéré. Là, en l'occurrence, le terrain est bien quadrillé. Vous voyez que Horford se met là, Tatum se met là, donc il n'y a pas forcément un accès au panier qui est facile. On prend le pull-up à 3 points contesté, c'est pas top, mais rebond offensif de la part de Lively. Parce que là encore, on a le match-up Tatum-Lively, donc il y a forcément un avantage de taille, et donc Lively s'en sort avec le rebond offensif. Donc c'est parfait. Je sais pas pourquoi j'ai coupé, j'ai pas montré la fin de la possession. Hop, alors qu'on avance, le voici, Irving qui a la balle face à Derrick White. Et là, encore une fois, est-ce que vous avez vu de quel côté est-ce qu'il a voulu attaquer? Il a voulu attaquer d'un côté où il n'y a personne sur l'aile. Voilà, Kleber tu te mets dans le corner. Et on attaque de ce côté-là où il n'y a personne sur l'aile plutôt que côté où il y a Jrue Holiday qui peut faire un stunt. Donc on attaque, kick out facile et... Bon, on n'a pas un Kleber en grande forme, on va pas se mentir, on a un Maxi Kleber qui est pas en grande forme. Là, normalement, le but c'est que quand Pritchard dézone, il est censé prendre le catch and shoot ici directement. Bon, il le prend pas, malheureusement. Donc ça attaque. Heureusement, il y a une faute, mais voilà, c'est aussi le problème, c'est que Kleber est pas en grande forme et aurait dû prendre ce catch and shoot. On avance et là, très simplement. Transition, on accélère vous voyez qu'on accélère largement le rythme. On va s'installer le plus proche possible du panier, pas d'aide parce que transition, la défense n'est pas en place et donc ça permet de
Voilà. Regardez la différence entre transition et jeu posé, il n'y a pas des stuns qui peuvent se mettre, il n'y a pas d'aide en deuxième rideau, donc c'est facile, vrai 1 contre 1 au panier. Et puis, fin de la première mi-temps, Doncic qui a la balle, on implique Horford, le voici, non ça switch pas une première fois, cette fois ça switch sur le rescreen, c'est parfait. On attaque, le kick-out et Kleber. Voilà, pour le coup, ça fait du bien, un peu une action de Maxi Kleber en attaque. En défense, il est pas mal, mais en attaque, il est pas très bon sur cette série. Mais donc là, le rescreen pour avoir le switch, c'est parfait. Et puis le mouvement off-ball pour venir faire la coupe dans le corner. Isolation, on attaque le mismatch. Là, vous voyez que c'est pas un hasard non plus. Irving qui a été placé sur l'aile comme ça. Derrick White peut pas l'abandonner pour faire un stunt. Hein. Et donc, en effet, ici même, il vient pas aider. Vous voyez, il vient pas s'interposer sur le drive parce qu'il peut pas abandonner Irving. Donc, on y va. Mais par contre, cette fois, c'est le free safety. Jrue Holiday qui abandonne totalement Kleber qui vient, hop, 2 contre 1 sur le drive. Sauf que 2 contre 1 sur le drive, ça fait qu'on a 2 contre 1. Enfin, 1 contre 2 du coup pour Boston dans le corner. Excellent écran de Lively. Et un catch and shoot ouvert pour punir l'aide agressive, trop agressive de Jrue Holiday. On y va, deuxième mi-temps et on attaque par un petit système évidemment pour jouer sur les match-ups. Vous savez que, on l'a déjà expliqué, Horford n'est pas sur le pivot, il est sur Jones. Donc on a Tatum qui défend le pivot, mais sauf que Tatum, c'est pas un pivot, donc on essaie de le punir au maximum avec un post-up et 2 fautes. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus hyper problématique côté Boston, parce qu'on sait que, ok, c'est un mismatch, mais on sait que Gafford, c'est pas non plus un pivot de post-up, donc il va pas pouvoir enchaîner ça toute la journée et tout le match. Ça va pas être rentable pour Dallas s'ils le font. Donc, ok, on va être puni parfois, mais au moins, c'est bien de la part de Dallas d'insister un peu. En plus, là, on récolte une faute sur Tatum, donc c'est parfait. Il va être en problème de faute. Il a été en problème de faute aussi toute la soirée, donc c'est aussi pour ça qu'on a essayé d'insister avec ce post-up sur Tatum. On enchaîne avec un autre pick and roll, sauf que cette fois, hop, ça switch. Donc on va attaquer cette fois Jrue Holiday au poste bas. Et vous voyez que vous allez voir que voilà, c'est aussi pour ça qu'on le fait pas tout le match, c'est que voilà, Gafford il est pas top, et en plus paradoxalement, je pense que ça peut être contre-intuitif pour beaucoup, mais c'est quelqu'un d'extrêmement costaud, mais qui n'utilise pas forcément beaucoup sa partie basse du corps. Vous allez voir que il pousse beaucoup avec ses bras et avec la partie haute, mais un mec comme ça, un plus petit, il enfonce pas. Vous voyez que il n'utilise pas du tout ses hanches et sa partie basse du corps pour enfoncer. Il essaie plutôt de passer par-dessus avec ses grands bras et son torse, mais il utilise assez peu la partie basse de son corps pour enfoncer au poste bas. Donc ce qui fait qu'on peut se permettre avec Boston de s'en tirer comme ça, et en effet, voilà. Gafford n'a pas du tout enfoncé au poste bas Jrue Holiday. C'est aussi un des défauts de son jeu, c'est qu'il a cette puissance en soi, mais il sait pas l'utiliser. C'est tout le problème. Et puis on enchaîne avec de la transition, ça fait du bien. Un alley-oop. Voilà, c'est très, très simple. Le fait d'accélérer le plus possible, on l'a dit dans ce match, ça donne ses points faciles. Et puis la défense en transition qui était pas bonne là, vous voyez que on sait pas pourquoi Gafford est abandonné par Derrick White, mais pas pris par Tatum. Petite erreur. Mais en même temps, voilà, c'est le fait de forcer, ça permet de provoquer ces erreurs aussi. Donc tant mieux. Et puis de nouveau, on tente le coup avec Gafford au poste bas sur Jrue Holiday. Sauf que là encore, il n'a pas du tout l'expertise, il n'a pas du tout le. Vous voyez qu'en plus, Jrue Holiday fait un peu le filou, il retire la chaise comme on dit en anglais. Hop, il fait semblant d'aller au contact, et puis en fait, ensuite, non, je m'en vais. Comme ça, Gafford tombe. Donc voilà, ce truc des match-ups, c'est bien. On peut le punir une fois ou deux, on peut surtout le punir au rebond offensif, mais pas tant que ça au post-up, parce que c'est pas non plus un vrai joueur de post-up. Donc c'est ça que ça permet. Et puis de l'autre côté, le 3 points avec une magnifique action. À quel point est-ce que c'est fait exprès? Si, je pense que c'est fait exprès en partie, mais qu'est-ce qu'on fait? Pick and roll plein centre, mais qui part sur le côté. Voilà, et donc tout un quart de terrain libéré pour l'isolation de Irving. Et donc, comme dit, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire une isolation, non pas plein centre, mais sur le côté? C'est que on peut partir de ce côté-là librement, il n'y a pas de défenseur dans la zone, donc on peut ne pas être gêné, et surtout, s'il y a une aide qui doit venir, elle doit venir de l'autre côté, donc elle peut pas venir de ce côté-là, il n'y a personne, forcément, donc elle doit venir de l'autre côté, sauf que, regardez, Derrick White, il vient dézoner pour aider, pour surcharger le terrain, ici. Donc en effet, on a Sam Hauser qui, hop, essaie de se mettre comme ça pour orienter côté gauche et pas côté droit, orienter vers l'aide, donc c'est parfait, sauf que forcément, s'il vient aider ici, il abandonne, il dézone beaucoup en fait. C'est tout le problème d'avoir une isolation sur le côté plutôt que plein centre, c'est que l'aide, le dézonage doit se faire de encore plus loin. Et donc la passe est faite, et comme Washington est quand même très loin, il n'y a pas le temps de revenir. Et donc voilà, tout l'intérêt de ces isolations sur le côté, c'est que de ce côté-là, il n'y a pas d'aide, donc l'aide doit venir de l'autre côté, sauf que Derrick White, il abandonne vraiment beaucoup d'une aile à l'autre, et donc la passe fait qu'il n'y a pas le temps de revenir de une aile à l'autre pour le close-out, et 3 points.
On enchaîne avec toujours Irving à la baguette. On essaie d'impliquer Sam Hauser, mais sauf que là, il n'y a pas de switch. Regardez, il reste accroché, pas de switch. Donc ça permet à Irving de progresser. Il y a un décalage, on peut progresser. Kick out, 3 points de Derrick Jones. Ça fait du bien. Ça fait du bien, enfin 3 points de Derrick Jones dans ces finales. Alors c'est pas son premier, mais ça fait du bien de le voir scorer. Et là ça part du fait que à la base on n'a pas switché l'action. Donc c'est aussi pour ça que d'habitude on fait un switch all, hein. C'est pour ça. Mais là, donc là ça switche pas, donc on a un décalage. Donc drive and kick facile. On avance avec cette fois, là encore, ça ne switche pas. Ajustement de la mi-temps, on revient de la mi-temps là, mais ajustement ça ne switche pas. Sam Hauser monte haut, fait un hard edge, vous voyez que l'écran ici, et donc hard edge il monte au-delà du niveau de l'écran, c'est même une trappe, on peut dire une prise à deux, une trappe, prise à deux, sauf que prise à deux, si on a 2 sur le ballon et que ça réussit à passer par-dessus comme ici, 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3. Forcément, 2 sur le ballon, ça fait 3 contre 4 de l'autre côté, donc là c'est extra passe. Luka Doncic qui reçoit la balle après l'extra passe de Kleber, et donc là qu'est-ce qui se passe? Il peut attaquer Sam Hauser qui est en train de revenir, mais surtout Sam Hauser donc, se fait avoir sur le close-out, et en plus, comme on est sur une attaque sur spot-up, et pas forcément scriptée, qu'on voit venir de loin et tout, il n'y a pas d'aide qui se met en place. Vous voyez que Derrick White est très loin, donc il peut pas venir faire un stunt, le terrain n'est pas bouché, bref, on est sur un vrai 1 contre 1, Luka Doncic, voilà, le fait de faire une prise à 2, ça libère un décalage forcément, donc excellente passe de Irving pour passer par-dessus, et puis le fait d'attaquer, en plus ça permet aussi un match-up différent parce que Brown fait la rotation et donc c'est Sam Hauser qui se retrouve sur Doncic, et puis surtout on attaque en mouvement, donc on a déjà un décalage qui est fait, on le fait vivre, et puis la défense de Boston ne peut pas quadriller le terrain aussi bien parce qu'on est déjà en mouvement, et puis de nouveau on tente, on retente, qu'est-ce qui se passe, on sait que ça va pas switcher, donc Irving, dribble end off, et là cette fois Horford est un peu bas, donc pull-up à 3 points. Voilà, ça, pour le coup, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout de la part de Irving. Pull-up à 3 points face à quelqu'un qui est plus bas sur l'écran. Bon tir. Ok. C'est loupé, mais ok. Et puis on enchaîne. Vous avez vu les Doncic, pick and roll. On implique Sam Hauser. Cette fois, ça switch. On peut pas se permettre de relaisser un décalage avec un 2 contre 1. Donc, ça switch. Directement, on a Horford qui se met dans le gap, là. Hop, en tête de raquette. Il dézone complètement pour venir boucher l'espace. Ok. C'est parfait. D'ailleurs, vous voyez aussi que, comme d'habitude, qui est-ce qui est dans le corner côté fort? C'est Irving, au cas où il y a un drive ici. Mais sauf que ce n'est pas un drive qui est fait de ce côté-là, c'est dommage. Pull-up à 3 points, loupé, mais rebond offensif de la part de Dereck Lively. Pourquoi? Parce que match-up, parce que switch, parce que match-up. Enfin, pas forcément switch, mais vous voyez que Lively est là, et il n'est pas défendu par le pivot, c'est fait exprès. Mais donc, voilà, quand on pull-up à 3 points, rebond, c'est parfait. Et puis on avance, un écran qui est posé quasiment au niveau de la ligne médiane par Lively. Le voici, ça switch sur l'écran. Voilà, Jrue Holiday sur Doncic. On pose un deuxième écran pour impliquer cette fois Sam Hauser. Ça switch cette fois-ci, pas de décalage offert. Et on attaque directement. On va s'installer proche de la raquette, poste bas. Le tir est manqué, mais dans l'esprit, c'était quand même un très bon tir. Le fait de, hop, on va cibler, une première fois, mais surtout ici, Sam Hauser, c'est parfait. Et là encore, vous voyez à quel point on a cette attaque à plat, très à plat. Donc, 2 dans les corners, 1 dans le dunker spot, et puis l'autre, le poseur d'écran qui s'en va, qui va se mettre à plat aussi. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet tout cet espace. Personne sur une aile, personne sur l'autre aile, personne pour venir gêner. Jrue Holiday qui vient gêner un peu au début et ensuite qui repart. Et donc, on a cette isolation dans la raquette. Voilà. On a réussi à mettre la balle ici, mine de rien. Et Doncic, avec sa taille, peut shooter par-dessus le plus petit, proche du panier. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, encore une fois, cette attaque, non pas 1-4 flat, mais un peu... Enfin si, on essaye d'arriver sur un 1-4 flat au final, mais un peu 1-3 flat si vous voulez. On arrive à plat le plus possible. Comme ça libère tout cet espace dans le périmètre. On va sur le spot. Excellent. Et puis de nouveau, donc, Doncic à la baguette. Pick and roll pour Sam Hauser. Le voici. Voilà, on arrive à l'obtenir ici, le switch. Sauf que... Hop. Malheureusement, le tir est manqué à la fin. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on prévoit que Jrue Holiday va dézoner, donc on met un shooter côté fort, encore une fois, il n'y a pas Irving est de ce côté, mais on met un shooter, Maxi Kleber qui s'est shooté à 3 points, on le met ici, on sait que Jrue Holiday va dézoner pour aider sur le pick and roll, évidemment, donc qu'est-ce qu'on fait? Ça balance très rapidement côté Kleber, sauf que close-out fait de la bonne manière, donc finalement il n'y a pas trop d'opportunités en catch and shoot, mais par contre, give and go, avec en mouvement, Luka Doncic qui va au panier. Bon, c'est dommage que le tir soit loupé, mais là encore, un bon tir en mouvement, c'est aussi une clé, une des clés de la série de ce match-là, c'est d'arriver à mettre Doncic en mouvement parce que c'est plus facile, c'est plus difficile pour Boston de le stopper s'il est en mouvement, alors que là, vous vous retrouvez encore une fois avec un panier
qu'est-ce qu'on retrouve? L'isolation sur un côté du terrain. Voilà, la side isolation, si vous voulez, tout un quart de terrain qui est libéré pour l'isolation. Comme ça, les aides doivent venir depuis plus loin. Là, en l'occurrence, elles peuvent pas venir. Voilà. Tout ça est libéré pour Irving. Jrue ne vient pas aider à temps. Donc, on est déjà dans la raquette quand ça arrive. Et puis, voilà. Et ça, c'est du coaching. Hein. C'est pas du hasard. Hein. C'est pas laissé au hasard. C'est fait exprès, pardon. J'arrive plus à parler. C'est fait exprès de le faire attaquer depuis un certain spot et pas en tête de raquette et pas plein centre du terrain comme classiquement. Et puis on enchaîne avec Doncic, encore une fois, qui essaye de punir ce dézonage de Jrue, mais encore une fois, excellente action de Holiday. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, on implique Hallerford sur la possession, sur le switch. Le voici, on a le mismatch. Encore une fois, côté fort, on a Josh Green. Alors, dommage qu'on n'ait pas mis Irving pour le coup. Mais donc on a Josh Green qui n'est pas un top shooter. Et on a le dézonage de hop, vous voyez qu'il se met un peu pour aider déjà Jrue, sauf que ensuite excellent close-out ou ça kick out, on attaque en sortie de dribble, mais Jrue, magnifique. Si on détaille un peu le close-out d'ailleurs, il est ici, il est prêt à repartir, et regardez si je me ralentis, close-out, il atterrit, il sait qu'il va pas prendre le 3 points, donc hop, je suis prêt à me retourner, magnifique, et je suis déjà en position. Je sais pas si vous voyez, là il rebondit sur les appuis, hop, une position, je pivote les hanches de suite, c'est parfait, je suis en position. Les petits pas, parce que il sait que ça va décoller, donc regardez les pieds d'Holiday, que des petits pas, il sait que ça décolle, voilà. Ces petits appuis, ça permet en fait de faire une fréquence d'appui très élevée pour essayer de voir quand est-ce que l'autre décolle, et avec ces petits pas, je suis prêt à décoller à n'importe quel moment, et donc je décolle au même moment. Bref, un peu de technique dans ce décryptage tactique. Et de nouveau. Alors déjà, isolation sur le côté. Voilà, donc vous voyez que là on voit bien le fait qu'on a tout le monde regroupé de l'autre côté, ça permet qu'aucune aide ne peut venir depuis le côté fort ici, ou même depuis l'aile. Voilà, donc on a tout cet espace pour l'isolation. Et puis qu'est-ce qu'on fait surtout? Qu'est-ce qu'on attaque? On attaque Jason Tatum qui était en problème de faute, donc c'est fait exprès. Même si Tatum c'est un excellent défenseur, on l'attaque pour ceci. Et puis de nouveau, donc Irving, on implique Tatum sur l'écran, sur le switch, voilà. Et une fois qu'on a le switch, on va l'attaquer. C'est parfait. Et voilà, panier, encore une fois. Donc ça, il y a aussi un aspect stratégique, évidemment, on va cibler le mec qui, non pas que c'est un mauvais défenseur, mais comme il est en problème de faute, il va pas être hyper agressif dans ses couvertures. En plus, là encore, pourquoi est-ce que Jaylen Brown ne fait pas un stunt agressif alors qu'il défend sur Doncic, qu'on craint pas forcément en catch and shoot? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas Irving peut l'attaquer sans aucune contestation. Il va sur son spot, il prend le panier, c'est parfait. Et puis, Doncic qui accélère le rythme en transition. Voilà, ça permet de créer un décalage et un panier. Voilà, très simple, rien de plus à dire, si ce n'est qu'enfin on a réussi à accélérer le rythme, et donc on obtient ce genre de panier très facile. Et donc voilà pour ce décryptage tactique, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez vu, hein, c'est pas que du shotmaking, d'ailleurs c'est même pas du tout du shotmaking, parce qu'on n'a pas eu affaire à une équipe Dallas qui a pris des tonnes de 3 points, et on n'a pas eu affaire à une équipe Dallas qui a mis des tonnes de 3 points non plus. Ils sont à 32% de réussite sur le match, donc c'est pas beaucoup. Mais par contre, donc c'est pas qu'un surplus de réussite, c'est surtout le fait que Jason Kidd et Luka Doncic et Irving ont réussi une masterclass de match en termes de positionnement sur le terrain, d'organisation du terrain, de tactique, etc. On espère que pour le spectacle, la série va se prolonger. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un nouveau décryptage tactique. Ciao.